des centres d'intervention et de recherche sur les changements et l'évolution des systèmes humains. Pour faire plus court, Circé. Circé qui est la magicienne grecque de la transformation et de la magie. Donc nous essayons de travailler en vue de développer la technologie qui permet d'avoir de la magie dans les changements. Donc il y a la partie rigueur, il y a la partie imagination et magie que nous essayons d'allier continuellement dans nos interventions. Circé a été donc créé en 2008 avec l'ambition de pouvoir devenir un des instituts de proue concernant les changements et que nous puissions étudier les changements dans un sens le plus large. Comme vous savez aussi, je suis représentant du Mental Research Institute de Palo Alto. Et donc, en tant que tel, j'ai eu des missions pendant très longtemps, donc depuis 1987, de représenter cet institut. C'est le cas encore aujourd'hui, mais mon envie à partir de 2008, c'était de pouvoir explorer donc des choses au-delà, de pouvoir aussi apporter notre pierre à l'édifice et de pouvoir faire notre propre recherche. Et cette recherche va donner certains fruits, notamment en termes de perles, un modèle dont on parlera un peu moins aujourd'hui que j'aurais souhaité, mais je me suis rendu compte, vous voyez, que traiter les thèmes de l'harcèlement était très complexe et que c'était difficile d'aller très loin donc, dans ce qui serait déjà les interventions. On en parlera un petit peu au fil de l'eau. Mais pourquoi c'était si difficile? Parce qu'on a déjà parlé sur les couples, les binômes, la dépression. Et je me suis dit que c'était très difficile parce que notre perspective sur ce qui se passe dans les situations de harcèlement est très différente de ce qu'on voit, on entend d'habitude. On a cherché la littérature, on était voir à gauche et à droite, et effectivement, vous verrez qu'il y a des choses dont la perspective est très différente dans la manière de lire le problème. Et donc, c'était difficile de pouvoir vous amener des stratégies de changement telles quelles si vous ne partez pas d'une différence, vous voyez, dans la manière de voir les choses. Donc, on va essayer de quand même travailler avec vous, puisque vous venez aussi pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en même temps, c'était très intéressant parce que cette année, on avait envoyé une demande Google pour vous demander qu'est-ce que vous souhaitez, vous, avoir dans cette soirée. Et beaucoup d'entre vous ont parlé de la dynamique. Donc, je me suis dit, bah, ça tombe bien, parce qu'on va essayer surtout de travailler cette dynamique de manière à pouvoir rendre lisible, vous voyez, la manière dont on intervient quand il y a un problème d'harcèlement. Et l'intervention, ça peut se faire auprès des personnes qui sont harcelées ou auprès des harceleurs. Je vais utiliser le mot harceleur, c'est horrible, et en plus, ça n'existe pas en français. Mais celui qui est harcèle, ça me semble très compliqué. En plus, je ne le prononce pas très bien. Donc, c'est plus facile de dire harceleur. Alors, vous voyez, je pense qu'il me semble de toute manière nécessaire de vous présenter l'équipe. Donc, notamment Fabrice Pierdon, qui va me prêter main forte aujourd'hui. Il y a aussi, et donc, qui travaille avec moi. Vous verrez la manière dont il travaille, puisqu'il va aussi amener un peu des idées et on va échanger ensemble lors de cette conférence. Il y a aussi Dallas Zambiermont, avec qui j'avais fait une interview par Skype. Donc, tu veux dire quelque chose sur moi, oui. Donc, j'ai connu Teresa il y a maintenant plus de 10 ans, en fait. On était très jeunes, hein, voilà, c'est ça. C'est vrai que quand on travaille dans l'expérientiel, on a dit qu'on allait vous démontrer comment on pouvait s'harceler les uns les autres directement. Et comment, de manière discrète, en fait, ça peut être induit, le harcèlement, en fait. Donc, je travaille à la fois comme coach, formateur et thérapeute. Voilà, maintenant depuis près de 10 ans. J'avais été formé à l'IGB. Je fais également à côté du théâtre et du cinéma, voilà, que je mets dans ma pratique, aussi bien en formation, pour ceux qui me connaissent, qui ont pu tester différentes choses. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, en fait, on aime bien s'amuser. Donc, aussi bien en formation, donc que ce soit vivant, dynamique et toujours en fait expérientiel. C'est-à-dire, avant d'expliquer un concept, de vous faire vivre les choses. C'est ça qu'on aime faire. Voilà.
Alors aujourd'hui, on a dû faire un peu de ballottage parce qu'on s'est dit que si on vous amenait à faire l'expérience de chacun des concepts avant de le faire, on en avait pour 1 ou 2 semaines. Donc, on a amené des victoires, mais je crains qu'il n'y en aura pas assez pour tenir 2 semaines ici. Donc, il y a des concepts ou certaines idées qu'on va vous les amener, mais on va vous faire quand même travailler un tout petit peu quand même, pour que vous puissiez aussi réfléchir et poser des questions et nous challenger. Alors, il y a quelque chose d'important, vous voyez. Ce sujet est un sujet délicat. Je ne dis pas que les autres, quand on parle du couple, quand on parle de la dépression, n'est pas délicat. Mais celui-ci, je me rends compte que c'est particulièrement délicat. Parce que c'est rare que vous ne connaissiez pas une personne, si pas vous-même, que vous n'avez pas été dans une situation d'harcèlement à un moment dans votre vie. Ça peut être étant enfant, par rapport à une grand-mère, à un oncle, une tante, un père, que ce soit dans votre vie à l'école, par d'autres petits camarades ou que ce soit par un des profs, que ce soit dans votre travail ou quand vous avez été stagiaire. Et ça arrive aussi qu'on se retrouve parfois dans des rôles un peu d'harceleurs qu'on n'apprécie pas spécialement et dont on va parler de tout ça. Alors c'est difficile et c'est une grande souffrance, vous voyez, parce que c'est une situation qui est traumatique, mais comme vous le verrez aussi, elle est sournoise. Elle arrive sans qu'on se rende compte. Et quand vous essayez d'expliquer à l'autre, quand les patients viennent essayer de m'expliquer ce qu'ils vivent, il n'y a pratiquement personne qui comprend. C'est, on le verra, ça peut être vraiment fait sur une forme très, très, très subtile. Et donc, c'est vrai que je m'imagine que pour chacun d'entre vous, ça risque d'ouvrir un peu des brèches. Et vous voyez la difficulté quand on parle de l'approche de Palo Alto, notamment certainement de la systémique, c'est que quand je commence à discuter avec les personnes sur comment comprendre la dynamique, les gens disent « bon, enfin, vous êtes vraiment prêt à justifier tout comportement, vous êtes vraiment, vous laisseriez n'importe qui faire n'importe quoi, et ça se comprend, ça c'est logique, etc. » Et là, évidemment, on s'est fait traiter des inconséquents, au moins, c'est pas des méchants. Et puis, alors on passe à la partie des stratégies d'intervention, et alors les gens disent « oh, mais qu'est-ce que vous êtes brutal, vous êtes vraiment fou, vous êtes impeccable ». Et donc, vous voyez, on se retrouve un peu dans cette dynamique, parce que par rapport à un regard, vous voyez, linéaire sur les situations dans lesquelles il y a un gentil et un méchant, ou par rapport à une situation dans laquelle il y a une personne qui est victime, une personne qui est un bourreau, évidemment, il y a un décalage. Ça ne veut pas dire que nous, on trouve que c'est très bien et que l'harceleur est un gentil toutou. C'est pas du tout ça. Mais il y a vraiment l'idée de pouvoir avoir une réflexion sur ces situations qui soit opérationnelle. C'est-à-dire qu'on puisse, à partir de la dynamique qu'on a détectée et à partir des stratégies qu'on a développées, on puisse être efficace et efficient. Et aider les personnes qui sont en souffrance. Parce qu'être efficace et efficient, il ne s'agit pas de devenir des robots. Il s'agit d'être rapide et de pouvoir être efficace parce que les personnes souffrent. Et il faut les sortir d'elles. Donc, j'apprécierais beaucoup, beaucoup, beaucoup que vous posiez plein de questions et que vous remettiez en question autant que vous voulez ce que je vous parle, mais laissez-moi juste le temps de vous l'expliquer. Je vous demande juste un petit moment de parenthèse où vous dites, bon, on va voir ce qu'elle raconte un peu plus loin, un peu plus loin. Et à la fin, on pourra tous discuter ensemble. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez les noter à la limite par écrit sur votre blog, et comme ça, après, vous reviendrez dessus. Alors, ceci dit, vous pouvez lever la main pour des questions, des clarifications. Il est possible que je puisse dire des choses ou faire des raccourcis, on doit aller assez vite, il y a beaucoup, beaucoup de matériel, et que donc, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors là, évidemment, levez la main et posez la question. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va définir, comprendre et voir comment on peut traiter le harcèlement. Il y aura une compréhension biopsychosociale. Ça va, vous voyez? La dynamique de la double contrainte.
Il y a un quoi est sans problème. Il y a le fait de voir des choix éthiques et stratégiques. Vous verrez que dans les problèmes de harcèlement, il y a des choix éthiques qui sont stratégiques aussi. Des pistes face à l'harceleur harcelé, les deux. Et aussi, se dire, y a-t-il vraiment un salut dans une relation comme celle-là? Évidemment, on verra que la situation change beaucoup, qu'on soit dans une situation d'entreprise ou qu'on soit dans une situation de vie privée ou vis-à-vis des enfants. Il y a toujours le problème qui se pose, qu'est-ce qu'on fait face à un père harceleur ou une maman qui est harcelante? Les gens, on peut dire, ok, les couples se séparent, mais les enfants, on ne les laisse plus jamais aller chez les pères? Oui, non, chez la mère, oui, non. Il y a des tas de questions qui se posent. Alors, voilà. Vous voyez? C'est moi. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Non, c'est la semaine dernière. En fait, on a regroupé des témoignages de personnes qui ont été harcelées. En fait, longtemps, je me suis posé la question de comment tout ça avait commencé. Chaque nuit, je me demandais qu'est-ce qui s'était passé. À partir de quand c'était devenu un cauchemar, même un enfer. Et j'en suis arrivé à ce point qui était cette réunion. Cette réunion où j'avais invité le CODIR, où j'avais invité toutes les équipes et on faisait une présentation. Et ce jour-là, je crois que j'ai eu le fâcheux réflexe ou habitude, je ne sais pas, de le contredire. Et à la fin, il n'a rien dit, il avait plutôt l'air surpris. Et rien ne s'est passé, on va dire, de différent juste après. Il y a quelques collègues quand même qui sont venus et qui m'ont dit « t'as bien fait ». Ça faisait longtemps qu'on attendait ça, que quelqu'un le remette un peu à sa place. Mais soudainement, je me suis aperçu qu'il ne venait plus me voir chaque matin, comme il faisait. À certaines réunions que j'animais, il a commencé à venir dans la pièce. Et ensuite, il a commencé même à venir me prendre ma place. Et même au début, en fait, il soufflait quand j'intervenais, des choses comme ça. Ça paraissait rien du tout. Mais peu à peu, je me suis senti exclue. J'en ai parlé chez moi quand même, mais on me disait, c'est pas grave, tu te fais des histoires, c'est pas gênant. Voire même, t'es un peu parano quand même, tu travailles beaucoup, faudrait peut-être te reposer. Et un jour, j'ai eu l'idée quand même d'aller voir la DRH et j'en ai parlé. Et la DRH a eu la merveilleuse idée, on va dire, de faire une réunion tripartite. Et je me suis retrouvée face à lui, confrontée, il a nié tout en bloc. Et à partir de là, ça s'est encore plus durci. Les gens rigolaient dans le couloir quand j'arrivais. Alors bien sûr, on pourrait dire que ce n'était pas lié à moi, mais quand j'arrivais, ils commençaient à s'éloigner, à retourner à leur bureau. J'étais de moins en moins informée pour les réunions. Peu à peu, je me suis retrouvée dans un enfer. La DRH m'a dit qu'il fallait que je prenne des vacances, que ça serait mieux après. Ils m'ont même dit que j'avais un problème relationnel et qu'il serait peut-être bien que j'ai un coach. Alors le coach est venu. Effectivement, il m'a dit qu'il fallait que je fasse plus ci, plus ça, surtout que je m'accroche, il fallait que je continue. Et c'était l'enfer de plus en plus. Un jour, je me suis énervée, je me suis emportée. Et c'est là où on a dit qu'effectivement, j'avais vraiment un problème relationnel avec les autres et qu'il faudrait peut-être que je me remette en cause. Jusqu'au jour où j'en ai plus pu et j'ai fait une tentative de suicide sur mon lieu de travail. À partir de là, j'ai dû quitter l'entreprise. Voilà. Voilà brièvement le déroulement d'un processus de harcèlement. Je pourrais vous faire la même chose sur par exemple, une femme qui rencontre un homme. Cet homme et cette femme est en couple, mais son couple n'est pas très satisfaisant. Alors elle rencontre cet homme et il lui promet monts et merveilles. Et elle décide de quitter l'homme avec qui elle est, et elle part avec lui. Et à partir de là, il commence à devenir froid, beaucoup plus froid. Il commence à la discriminer quelque peu. Il lui dit qu'elle est un petit peu stupide quand même. Et elle, peu à peu, elle se dit que c'est pas grave, que ça va changer, qu'elle va pouvoir faire quelque chose. Il commence à lui dire qu'elle a grossi, qu'elle n'a rien dans le cerveau au fur et à mesure.
Et elle commence à se poser des questions sur elle. Elle commence à douter d'elle. Peut-être qu'elle manque de confiance en elle, peut-être qu'il a raison. Et quand elle dit qu'elle voudrait peut-être partir, il lui dit bah, où tu veux aller de toute façon, qui voudrait de toi? Et peu à peu, cette personne voit de moins en moins de monde et s'enferme, jusqu'à ne plus pouvoir vouloir vivre même. Voilà des situations. On pourrait en décrire d'autres, mais le process est le même. C'est que peu à peu, les personnes rentrent dans l'isolement et commencent à douter d'elles-mêmes, sur leur capacité, sur la confiance qu'elles peuvent avoir en elles. Jusqu'au point que cette souffrance devient insupportable et qu'elles décident de se suicider. Voilà.